Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax pour la deuxième partie du retour de tournoi, la joute du doc. Alors, j'avais oublié dans la première vidéo de vous faire part des objectifs. Donc, les objectifs. Mes objectifs personnels, c'est une moyenne de 10. Alors pourquoi une moyenne de 10? Parce que déjà, il y a des grosses équipes, il y aura des gros joueurs en face, faut pas se leurrer sur ça, il y a des bonnes listes. Et moi, ma liste, comme je l'ai dit, est un peu extrême. Avoir des match-ups très négatifs, et d'autres qui seront normalement positifs, mais voilà, j'ai aucun redirecteur, j'ai pas de tir, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça, plus le fait qu'on peut être apparié à des listes complètement faites pour nous détruire, comme vous avez vu dans la première vidéo, ça a été le cas 2 fois sur 3 pour le moment. Donc moyenne de 10, prévision bien sûr, hein, c'était quelque chose que je m'étais dit avant le tournoi. 2 défaites maximum, ça c'est comme d'habitude, et le prix de peinture, mon prix de peinture qui est, dès mon arrivée, mis complètement à l'écart, parce que déjà il y a des très très bons peintres qui sont là. Donc les organisateurs passent au début, ils regardent toutes les armées, sachant que voilà, on avait en fait 5 points offerts par armée, moins 1 point par unité non peinte. Donc le non peint était autorisé, mais se payait très cher, puisqu'on pouvait très vite... j'ai vu notamment une armée de Vampire Covenant complètement plastique, il n'y a même pas de sous-couche. Donc lui, déjà, il s'est pris moins 5 dans la tête. Et plus 1 point si on avait un plateau. Donc nous, on avait fait l'effort, on était venu avec 3 plateaux, je crois qu'il n'y a que Césarius qui avait pas pu ramener de plateau. Et bien sûr, toutes nos armées étaient peintes. Donc on a eu les points quasiment maximum dessus. Par contre, c'était pas des points de peinture rentrant, des points de peinture dans le sens où vous avez une note qui rentre dans le classement final. C'est plutôt des points négatifs à éviter d'avoir. Et donc les organisateurs font leur tour, et ils choisissent, je crois, qu'est-ce que m'a dit le juge peinture, je crois que c'était 6 ou 10, je sais plus, armées, sur lesquels ils vont vraiment se pencher, donner des notes avec un barème qu'ils ont prévu à l'avance, etc. Je vous spoil pas tout de suite qui a gagné, mais dites-vous que moi on m'a pas demandé de regarder mon armée, je crois pas qu'il soit venu, donc de toute façon je ne devais pas faire partie de la sélection principale. On va passer tout de suite à la ronde numéro 4, qui nous oppose, alors une fois de plus nous sommes dans le pairing A3, et une fois de plus nous affrontons les gens René, ainsi que la team traducteur. Au pairing, je me retrouve à devoir choisir entre Kingdom of Aquitaine et un Vampire Covenant. Le Kingdom of Aquitaine, qui avait mis un 20-0 à Croxy dans la ronde numéro 2, moi je vais avoir du mal à le gérer. En fait, oui, non. Disons que le problème c'est qu'il y a des personnages qui me font extrêmement mal, notamment du D3 plus 1 PV. Donc je choisis le Vampire Covenant, d'autant plus que, avec le pairing A3, celui que je ne choisis pas, puisque c'est moi qui ai été lancé, vous avez bien compris, donc je vais choisir le Vampire Covenant. Par contre, celui qui n'est pas choisi est relargué sur la 3ème équipe, donc la team traducteur, ce qui fait qu'on n'aura pas à gérer le Kingdom of Aquitaine, qui est un petit peu une plaie pour toutes nos armées. Et donc je tombe sur Walk, qui a un pseudo prédestiné à l'armée Vampire Covenant, Walk que je salue, parce que j'ai vraiment bien accroché avec lui. Donc il joue un Vampire Count, qui sera son général, Wizard Apprentice of Shamanism, Dead Arise, Strigoi, Ghoul Lord et Toolfuff. Bon, un gros vampire qui tâche, un full ghoul, hein, bien costaud, il n'y a pas une seule figurine qui aura de l'armure dans son armée, donc ça c'est marrant, c'est assez drôle. Ce truc peut me faire mal, hein. Clairement, il peut me faire mal. Après, c'est pas le pire des vampires pour le nain. Je pense que le pire pour nous, ça doit être la Lamian, qui nous descend en commandement, en discipline,
qui nous descend capacité off et def, enfin bref. Voilà, donc quelque chose qui, là, c'est juste un gros qui tâche, bon, bah, il faut l'encaisser, mais derrière, on peut le tuer, et surtout, on peut s'en débarrasser en faisant popper son unité. Il est accompagné d'un vampire courtier, Wizard Apprentice of Shamanism, donc ils ont pas le choix de choisir le chamanisme, donc ils ont tous les deux ce domaine. Peut-être qu'ils peuvent quand même prendre l'héréditaire, mais bon. Strigoi et Heroes Heart. Le Necromancer, un Wizard Adept de l'évocation, un Wizard Apprentice de l'évocation. Donc pas de gros magiciens, pas beaucoup de magiciens en fait, hein. Enfin plein de petits finalement, mais un seul qui canalise. Bon voilà, pas très fort en magie. D'ailleurs, il me l'a dit au début, il se sent un petit peu léger en magie, et on le comprend, parce que les Vampire Covenant ont besoin d'être soutenus par une magie puissante, et là, c'est un peu léger, quoi, c'est un peu beaucoup léger. En base, 40 ghouls, avec un champion, qui fait aussi office de musicien, 40 zombies musiciens standard, 39 zombies musiciens standard, 20 zombies musiciens standard, donc deux gros packs qui sont là pour engluer, pour être boostés par les nécromanciens, et un petit pack qui va servir de chausson à magicien. 2 unités de Dire Wolves, par 5. Bon bah c'est du chaff, hein, basique, plus 1 en force quand il charge, c'est toujours sympa, mais bon, c'est anecdotique. Surtout sur moi, disons que c'est vraiment, voilà, c'est du chaff, c'est rapide, c'est à l'avant-garde, c'est un peu chiant. 6 Ghast, donc ça c'est les grosses ghouls. Bon, c'est résilient, ça fait un peu mal, mais c'est un petit peu des trolls morts-vivants, quoi, sur le vomi. 4 Vampire Spawn, donc ça c'est assez rapide, ça peut faire mal en attaque, c'est un peu moins, ça encaisse beaucoup moins que les Ghast, hein, du coup. Et 3 Varkolak, donc les Varkolak c'est les anciens Vargulf, ça vole pas, mais ça avant-garde, ça a la haine, c'est vampirique, enfin bon, c'est des grosses saloperies, et en plus là il y en a 3, et j'ai pas une seule once de feu pour me débarrasser de leur régène à 4+, qui peut être très embêtante. On tombe sur Spoil of War. Alors Spoil of War face à un vampire, va falloir que je vais pas vraiment avoir le choix de bouger, hein, parce que lui, s'il attrape les spoils après, si ces zombies attrapent les spoils, ou même le pack de 40 ghouls, c'est extrêmement compliqué pour moi après d'aller chercher, donc il faut que j'aille le chercher en premier, clairement. Et on tombe sur Marching Column. C'est le déploiement que la plupart des gens redoutent, parce qu'il est extrêmement punitif si on se trompe. En magie, je choisis double gleaming, double résilience et double off. Pourquoi? Il y a déjà les ghouls qui ont du 4, il faut pas oublier qu'il y a 2 sorts 1 du chamanisme, qui peuvent, donc dans leur version boostée, donner un +1 en résilience. Donc là on aurait des ghouls résilience 5, ça commence à être très compliqué, elles sont 40, il faut que je les tombe vite si j'arrive dans un corps à corps avec elles. Voilà, donc besoin de ça, et puis bien sûr il y a les Vargulf, les Ghast, tout ça, qui ont besoin de... Enfin, il faut que je les tranche rapidement. Donc, ça pourra m'aider, et ça pourra donc renforcer la puissance de mes unités. Et puis parce que toucher, je touche déjà bien, je vais haïr 3 de ces unités, j'ai besoin de blesser cette fois. Son Vampire Count, il choisit Awaken the Beast, Vampire Courtier, pareil. Donc en gros, il va y avoir, donc, comme je disais, 2 primaires, enfin pas primaires, mais 2 sorts 1 de la bête, le plus en force qui devient plus en endurance, en résilience si vous le boostez. Le Necromancer Adept, il a Rise, donc l'héréditaire, qui permet de relever des morts vivants. Et Whispers of the Veil, qui est là pour me descendre en offensif et défensif. C'est le sort que je redoute le plus parce qu'il peut complètement annuler l'avantage guerrier que j'ai contre les morts vivants. Et du coup, bah, son nombre et sa multitude en fait prendra le dessus sur ma capacité de combat supérieure. Donc ça c'est un sort que je redoute particulièrement. Le Necromancer Apprentice prend bien sûr Arise pour qu'il ait au moins 2 repop. C'est un minimum, mais là encore on est assez faiblard en magie. Le déploiement. Alors, bah, moi j'ai fait assez simple, comme d'habitude, comme souvent. Je me suis mis légèrement sur la droite par rapport à la table. Et donc j'ai 2 unités de gardiens qui encadrent la Death Star. J'ai Landville et la petite unité qui sont derrière la petite unité de Greybeards, qui sont tous les deux derrière la colline.
Il a pas de tir, mais bon voilà, ils sont là, pour l'instant j'en ai pas spécialement besoin. C'est pour éviter les spawns m'embêtent un petit peu parce que eux ils volent, ils peuvent aller vite. De son côté, alors vous allez voir l'armée de Walk est superbe. Et pour cause, vous vous rappelez qu'il fait partie de la team Jean-René, c'est une armée non pas du Doc, mais que le Doc lui a peinte. Il a voulu un thème, alors pas marcheur blanc, parce qu'il n'y avait pas encore Game of Thrones, tout ça machin, mais dans l'idée, c'était que c'était une armée avec les socles hiver que vous pouvez voir, et qu'ils devaient donc être blancs pour se confondre dans leur environnement. Et j'ai trouvé ça très sympathique. Donc, là, c'est son déploiement de droite à gauche, par rapport à moi. On a les 3 Varcolac, donc il a un flanc extrêmement fort, qui va être rapide, qui va être très dur à encaisser, qui sont face donc à mon armée. 2 unités de Direwolves qui sont juste devant les 2 grosses unités de zombies. Suivent les 6 Ghasts, puis le gros régiment de 40 ghouls avec les 2 vampires que vous pouvez voir avec l'épée orange c'est le général, l'épée bleue c'est le vampire courtier. Et derrière on a 20 petits zombies avec les 2 nécromancers. Et pour finir sur ma gauche, donc sur son flanc droit, les 4 vampires spawn qui peuvent très vite contourner mon armée et venir grandement m'embêter. Vous voyez là les Vampire Spawn de plus près, ils sont vraiment très très beaux, enfin moi j'adore vraiment le... Et encore les photos leur rendent pas justice, parce que il y a un travail de lining sur toutes les figurines, mais quand je dis toutes, c'est même le moindre zombie, qui est vraiment très, très poussé. On aime ou on n'aime pas le lining, moi j'aime bien, même si je le pratique pas. Les vampires blancs comme ça rend vraiment vraiment bien. Voilà, un petit focus sur les 3 Varcolac. On peut regretter, même si bon à l'époque c'était comme ça, mais que ça soit le même modèle, mais bon, il a joué avec les hauteurs, avec des cailloux, etc. Donc on a quand même de très belles figurines. Voilà un peu les Ghasts, on voit également les Direwolf. Il fait une avant-garde avec les 2 unités de Direwolf. Il fait pas d'avant-garde avec les Varcolac. Alors, 2 choses déjà pour cette avant-garde. Déjà, je trouve que l'avant-garde des chiens va plus m'aider moi que l'aider lui. Parce qu'en fait, même si on voit pas très bien sur cette photo, il va complètement bloquer les lignes de vue par rapport à mon armée. C'est-à-dire que il va empêcher complètement les charges, et moi par contre je peux utiliser ces unités dont j'ai rien à faire, je veux dire même si elles me prennent de flanc ou de dos, je les casse. Enfin je veux dire, il n'y a pas grand chose, donc même les 15 Greybards qui sont mon unité on va dire la plus faible, je compte pas l'Anvil parce qu'elle peut pas charger, mais les Greybards s'ils tombent dessus, et puis même, je veux dire, 5 chiens sur l'Anvil, je parie pas sur les chiens. Donc là déjà, bon. Et en plus il ne fait pas l'avant-garde avec la Varcolac. Alors, est-ce qu'il a eu peur des gardiens? J'en sais rien. Sachant que c'est moi qui ai le premier tour. Peut-être. Peut-être qu'il a eu peur des chiens. Peut-être qu'il a eu peur des gardiens. Mais quand même, les Varcolac, c'est quand même... Enfin, se priver de leur avant-garde, c'est quand même dommage. Voilà comment sont positionnés les chiens. À mon tour 1. Bon, bah j'avance du coup, hein, moi on m'offre un truc, je le prends. Je ne le charge pas. Il est pas si loin que ça au final, parce qu'il a vraiment fait l'avant-garde maximum. Je crois que je suis sur un 6 ou sur un 7 pour la charge des premiers chiens. Mais en fait, non, moi je vais avancer parce que j'ai pas besoin de charger tout de suite. Je vois comment il bouge à son premier tour. Et puis, bah là, de toute façon, je me protège d'une charge de gaz, je me protège d'une charge de tout en fait. C'est double unité de chiens, et en plus en avançant comme ça, moi je l'empêche lui vraiment d'utiliser ses chiens autrement. Donc pour l'instant, je suis plutôt bien. Donc là, on a l'unité de gardien qui était sur la droite, qui est descendue de sa colline. Vous voyez que j'ai passé 2 sorts. J'ai passé résilience et off dessus. Et vous allez voir où je me place exactement, en fait. En fait, je me suis placé face à ces Varcolac. J'ai calculé, en fait, pour qu'il n'y ait qu'un seul Varcolac, je pouvais pas l'empêcher. Hein. Je pouvais pas empêcher les 3. Donc il y en a 2 qui ne peuvent pas sortir de mon arc de vue avec une marche forcée. Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire, donc évidemment à son tour 1, il sait ce qu'il va faire. Vous voyez là, le Varcolac se met sur la droite, et les 2 autres se calent sur la colline, en se disant que il va pouvoir lancer une charge combinée des 3, et les 2 qui sont plus loin, pouvoir relancer leur charge, puisqu'ils sont sur une colline, donc c'est assez agréable. Vous voyez notamment là, vous voyez le pion rouge, il y a les 2 pions qui sont mes sorts, hein, résilience et off. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas chargé avec ses 3 Varcolac. Il faut pas oublier que là, il avait -1 pour me blesser, j'avais la relance pour blesser, sachant que j'ai haï les 3 Varcolac.
Donc là, j'aurais eu le relance pour toucher, relance pour blesser, lui, il aurait eu -1 pour me blesser. Il y avait moyen que je lui casse les 3 Varcolac en un coup. Et j'ai posé le pied sur le spoil. On l'a pas vu sur l'autre unité, j'ai fait de même, en fait, je me suis posé sur le spoil. C'est aussi pour ça que j'ai pas chargé les chiens, pour éviter de... Bon, normalement, je les casse, et puis en me reformant, je suis toujours dessus, donc ça, c'est pas de souci. Pour l'instant, mon tour 1, à la fin de mon tour 1, j'ai le pied sur 2 spoils. Celui du centre et celui de droite. À gauche, donc, voilà, et là on voit un petit peu le manche d'une arme de gardien et le spoil en bas là, le petit hérisson rouge. Donc il y a les 2 unités de chiens qui remanient, mais qui remanient pas tant que ça finalement. Et puis il commence à faire venir les ghouls, les ghasts, les spawns qui se mettent sur la gauche, prêts à choper un flanc évidemment. Il commence à faire en sorte que mes gardiens vont devoir se prendre beaucoup de choses, parce que la Destar elle est un peu derrière en fait. Elle est en couverture. Donc voilà, et puis il avance un petit peu avec les zombies. On passe à mon tour 2. Je vais pas rester inactif, donc déjà je prends les spoils avec mes 2 unités de gardiens, et je charge les Direwolves avec mon unité de gardien de gauche. Et je tente sur la droite une double charge. Double charge des gardiens qui vont aller vers un des Varcolac de la colline, et mon unité de 15 Greybards, qu'on n'a pas vu au premier tour, mais qui est montée sur la colline en fait. Donc il y a une charge à 10, relançable sur le Vargulf, et bam, je la pète, je la prends, cette charge, premier coup, hein. Premier coup, je fais les 10 sur les dés, poum, j'arrive sur le Varcolac, donc ça c'est le Varcolac qui s'était mis sur le flanc des gardiens. Et bim, les gardiens, qui devaient faire 9, arrivent sur la colline et sont au corps à corps avec le Varcolac qui est plus en haut, qui est légèrement avancé, mais vous voyez bien que normalement je devrais casser ce Varcolac. Je me suis pas placé de la façon plus optimale d'ailleurs, parce que j'aurais dû d'ailleurs, me mettre un peu plus sur ma gauche, de façon à avoir plus d'attaques sur le Varcolac, mais rien ne m'empêchait de faire une irée dans le deuxième en cas de destruction du premier. Et j'arrive à repasser résilience et off sur mes gardiens qui sont au contact avec le Varcolac. Fin du corps à corps, bon bah le Varcolac face au gardien meurt, ça c'était attendu, surtout relance pour toucher, relance pour blesser. La pauvre bête, elle a réussi à me tuer un gardien, évidemment, parce qu'elle tape avant, avec la haine et tout, mais bon. Et donc j'impacte le deuxième Varcolac, il est à moins d'un pouce, sans souci. Plus étonnant, c'est le combat avec les Greybards. J'ai tué le Varcolac, et il m'a tué un seul Greybard. Non, il m'en a tué 2, pardon. Il m'a tué 2 Greybards. C'est tout. Et j'ai réussi à les tuer. Alors c'est sûr que j'étais en charge, donc j'avais la force 5, j'avais la haine, mais je pensais franchement pas passer au travers. Donc du coup, là, à mon tour 2, je tue 2 Varcolac, on arrive à son tour 2, et somme toute logique, vu que j'ai toujours les sorts, vu que j'ai encore la haine, et qu'il est tout seul, le pauvre Varcolac va certainement y passer. Je me suis débarrassé des chiens, bon ça, je pense que ça surprend personne, et je me reforme, bon j'ai les chiens sur le flanc, mais comme vous voyez, ces chiens, en fait, je me place de façon à ce que ces chiens empêchent complètement une charge de ghast. Et donc je regarde les vampires spawn. C'est pas très clair là, parce que la photo est prise de proche, mais voilà. Et je crois, alors c'est pas encore moins clair, mais je crois que la horde de ghouls ne peut pas me choper. Il y a un problème avec sa roue, je crois, à un moment, il est... Soit il fait sa roue pour esquiver ses unités, mais du coup il me voit plus, donc il peut pas refaire, enfin bref. La charge est compliquée. Et la Destar, c'est juste replacé, là j'ai pas de photo, mais c'est juste replacé. À son tour 2, il rate son test de frénésie avec les Vampire Spawn. C'est un test pas si facile que ça, je crois. Hein. Enfin bon, il le rate. Il le rate, il a pas de GB, donc pas de relance. Et il est obligé de lancer sa charge. La seule chose qu'il peut charger, parce qu'il a regardé s'il pouvait pas les envoyer vers l'extérieur, mais non. Donc, il est obligé de charger de face les 8 gardiens. Afin de les aider, il envoie l'unité de Direwolf sur le flanc. Bon, je sais pas quelle était son idée à envoyer les Direwolf, parce qu'ils vont clairement rien me faire, ils vont même me donner potentiellement de la réseau, et puis moi il faut juste que j'en tue un pour qu'il n'y ait plus de rang, donc voilà, donc je vais rester tenace, et les mecs d'en face ils volent, donc voilà, tant qu'il me restera 3 gardiens, je serai tenace, ils vont pas m'en tuer 5, on est d'accord, donc même si je perds le combat, je suis bien. Et en plus, la façon dont il se place, bon là il a pas le choix, mais sa horde de ghouls derrière, elle va rien faire en fait. Et en plus ça va être mon tour.
Donc je vais peut-être pouvoir charger ces ghouls, même s'ils vont être un peu tout seuls, mes gardiens, mais bon. Donc voilà, il remet sa horde de ghouls. Voyez les zombies en haut à droite, là, ils commencent à se diriger vers la colline où il y a mes gardiens, parce que bien sûr le Varcolac va pas rester très longtemps. Les Ghasts sont prêts à contrecharger en même temps que les ghouls. Et la petite unité de zombies, avec les deux nécromanciens, se barre sur la droite, enfin sur la droite de mon adversaire, sur ma gauche, vers le spoil de gauche. L'idée c'est pas bête, parce que il se dit, le spoil de droite, de ma droite, je l'ai et je vais le garder. Celui du centre, il va être carrément contesté, parce qu'on va rentrer dans des gros corps à corps, donc il peut peut-être le récupérer. Et donc il envoie sa petite unité, sachant que j'ai absolument rien à gauche et que j'ai rien qui peut y aller, pour aller chercher le spoil. Par contre, ça veut dire que ces deux magiciens qui font de la repop s'éloignent du centre du combat, et surtout des unités de zombies. Donc moi, perso, ça me va très bien. Je pense que le choix n'était pas facile pour lui. Est-ce qu'il aurait pas dû laisser un personnage en arrière, vu que j'ai pas de volant, de mecs qui peuvent s'infiltrer et aller le chercher? Je pense qu'il aurait dû faire ça. Je pense qu'il aurait dû sortir voire ses nécromanciens, puisqu'il n'y a pas de général dedans. Il aurait dû sortir ces deux nécromanciens et les mettre derrière les packs de zombies pour les repopper. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça dans les... Il n'avait pas besoin de les laisser dans les 20 qui partent chercher le spoil. Donc voilà, comme je disais, les deux grosses unités de zombies qui se dirigent, bon an mal an, vers mes gardiens qui sont encore en contact avec le Varcolac. Bon, bah Varcolac, il se fait trancher en deux. Je crois qu'il me fait un point de vie ou deux. Il me tue même pas un gardien. Je le tranche en deux, évidemment. Je rappelle, relance pour toucher, relance pour blesser. Il a moins un point blessé. Et je fais face aux zombies. Au corps à corps, bon... Et ben je fais pas extrêmement mal, en fait. Je n'arrive pas à tuer tous les vampire spawn. Je gagne le combat avec la réseau. Je crois que je tue un loup sur le côté. Comme j'ai dit, j'ai mis un gardien, le gardien qui est à l'arrière contre les direwolves, le reste contre les vampire spawn. C'est un peu con parce qu'en fait, avec les 3 attaques du gardien, bon, j'ai fait des jets de merde, donc en fait non. Mais dans l'absolu, j'aurais dû tout mettre dans les vampire spawn pour être sûr de les tuer. Et avec la réseau, les 5 loups, ils allaient sauter. Avec la réseau, ils sautent. Et il reste plus qu'un vampire spawn, ce qui va m'empêcher de charger. Mais d'un autre côté, je sais pas si c'était une bonne idée de charger les ghouls, etc., si j'avais pu le faire. Là, je me dis, bah de toute façon, à mon tour, j'ai pas le choix. Donc déjà, c'est une décision bonne ou mauvaise, mais à prendre qui ne l'est plus, en fait. Donc voilà, par contre, il est clair que je vais devoir encaisser la charge des ghouls au tour suivant de mon adversaire. Mais avant, il y a mon tour. Mon tour 3, alors, une photo bien floue comme on les aime. Bah, j'ai chargé les zombies avec les gardiens. J'ai calculé vite fait. Au début, je me suis dit, est-ce que je me carapate, tout ça, machin, bon. Et sachant qu'il avait fait popper des zombies, c'est ce que vous voyez là, le unit filler, le mausolée, avec les zombies derrière. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, je balance 22 attaques. Sur du 3, sur du 2, c'est du mort, plus les 4 piétinements. Eux, ils vont rien me faire, parce qu'ils me touchent à 4, ils me blessent à 6. Et j'ai une 3+ de sauvegarde. Et comme je vous disais, les nécromanciens qui ont le Arise sont en train de se barrer à l'autre côté de la map pour aller chercher le spoil. Donc en fait, je suis face à des zombies qui ne vont pas repopper. Autant prendre les points, et puis autant se débarrasser de ces deux grosses unités scoring qui peuvent toujours récupérer un spoil et qui deviennent compliqués à abattre. Je ramène les Greybeards par 15 parce qu'eux, ils risquent de me servir. Par contre, je les mets hors de portée de charge du 2e régiment de zombies qui va certainement charger et cliquer mes gardiens de coin. Mais il vaut mieux qu'ils rentrent dans les gardiens puis que les Greybeards profitent de leur charge avec force 5 pour tuer un maximum de zombies après. Je tente une charge avec Adestar sur les Ghasts. En fait, je peux passer, alors je la cliquerai de coin, mais ça suffira à provoquer quand même un corps à corps intéressant, puis après il y aura la reformation. J'ai raté ma charge, je tue évidemment le spawn au corps à corps, et je me reforme face à la Destar de Ghoul, qui s'apprête à fondre sur moi. À son tour 3, il fait popper une unité de zombies en magie, donc il m'a chargé, ça on verra après. Je suis passé une gaming sur le tour d'avant, sur mon unité de gardien. Là, le mausolée avec le petit zombie à côté, c'est une unité de zombies qu'il crée. C'est le général qui peut faire ça. J'aime pas quand ils font ça, les Vampire Covenant, on sait jamais ce qu'ils vont faire avec cette unité. Et là, en fait, il la crée à cet endroit. Bon, de toute façon, il pouvait pas me rediriger ou que ce soit, donc c'était pas... Voilà. Je pense pas qu'il va charger de flanc avec.
et en fait il va juste vouloir chasser mon Anvil. Là je me dis, il y a 16 zombies, je crois, ouais, c'est ça, 13 zombies, il y a 13 zombies, 13 zombies qui tombent sur mon Anvil, normalement l'Anvil gagne. Donc en fait j'ai voulu dissiper ça, j'ai voulu le dissiper avec peu de dés, j'ai perdu les peu de dés en question. C'était pas très intelligent parce qu'en fait, en analysant, j'avais bien regardé le terrain, il n'y avait aucun endroit où créer une unité de zombies allait me gêner, du moins aucun que je n'avais vu, mais c'est toujours compliqué ce sort. On ne sait plus jamais ce qu'il a dans la tête, le Vampire Covenant, avec ces trucs-là, donc voilà. Bon, là il est passé, mais fort heureusement pour moi, ça n'aura pas trop d'incidence. Fin du premier tour de corps à corps, donc de son troisième tour. La Gleaming m'a beaucoup aidé, Pierre, les vampires m'ont fait bien mal, d'autant qu'ils se sont passés un primaire, enfin pas un primaire, le sort numéro 1, le Awaken the Beast. Donc les ghouls ont force 4, le général il a force 7, avec l'AP qui va avec, donc en plus j'ai aucune sauvegarde. Donc c'est heureusement qu'il y a la Gleaming. Donc je perds de 3, mais je tiens. Je tiens grâce à l'AGB. À mon tour 4, j'arrive à charger les Ghasts. Je sais pas pourquoi il s'est pas carapaté avec, mais... En fait, j'avais le choix. Soit je rentrais dans le corps à corps pour aider les gardiens, mais je m'offrais à une charge de Ghast, bon, dans la Death-Star, avec la Holstone et tout ça, donc je n'ai pas vraiment peu de risque que ça se passe mal. Le fait est que j'ai quand même voulu choper les Ghasts, parce que je sais pas ce qu'ils pouvaient faire avec après, et je voulais pas le savoir en fait. Donc voilà, j'ai chargé, la charge était facile, puisque très étrangement il m'a pas chargé à son tour. Ou il s'est pas carapaté, ou il pouvait pas, je crois, il n'arrivait pas à partir. Je crois qu'il a raté son test de marche forcée en fait, surtout. J'impacte là-dedans, je me dis, entre le roi, les baffes de force 5 que je vais lui donner et tout, même s'il régène, même s'il a une bonne rendue, il devrait s'en prendre plein la tronche quand même. Donc je suis toujours au corps à corps avec les zombies, j'avance les Cribets au cas où les gardiens auraient des problèmes, et je veux pas lui laisser de charge facile sur cette petite unité. Donc là je meule encore les zombies. Je me foire un peu. Là je crois que c'est... Les gardiens prennent vraiment cher. Prennent cher, et malgré la résilience que j'ai réussi à passer. Mais les ghouls aussi. Et là encore, je perds le combat, mais je réussis mon test de cours relançable, encore une fois à la relance. Hein. Donc, vive les jabés. Les Ghasts, eux, se seront fait one-shot, et pourtant le roi, c'est un petit peu foiré. Enfin, j'ai tué un Ghast ennemi, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas si foiré que ça, mais bon, il aurait pu faire tellement plus. Et je me reforme sur le flanc de l'unité principale. Mais bon, il va falloir quand même que j'encaisse son tour 4, pour pas perdre le spoil. Tour 4 de mon adversaire, donc la petite unité court vers l'Anvil. Bon, pour le jeu, je fais bouger l'Anvil pour vraiment lui montrer que finalement il pourra rien faire, et pour éviter le scandale, mais bon, en vrai je risque rien. Son unité à gauche va enfin bientôt arriver sur le spoil, au tour 5 il sera sur le spoil, au tour 6 il pourra le prendre, donc on sera vraiment sur une égalité. Si jamais je perds celui du centre, et s'il le récupère, je peux perdre le scénar encore. À la fin de son tour 4, vous voyez, il a vraiment plus beaucoup de ghouls. Alors le fait, hein, je rappelle, hein, il peut pas les relever parce que ces nécromanceurs sont trop loin. Je crois qu'il y en a un qui peut, il fait le sort, je dissipe évidemment. Là, il s'était passé... Non, j'avais cassé le sort, quand il avait passé le plus en force tout à l'heure, je l'avais cassé. Du coup, il lui en reste plus qu'un seul, que j'arrive à dissiper. Et donc là, grâce à la résilience, il me reste mon champion, le Guardian, à 2 points de vie, comme vous pouvez le voir, là, le token vert au milieu, c'est les points de vie. Bon, il ne reste pas beaucoup de ghouls, mais il y a ces deux vampires, quoi, donc... Mais quand il se reforme, il laisse son gros vampire ici. Je pense qu'il n'y a pas réfléchi, en fait. Il s'est pas dit, je vais avoir besoin des 2 vampires pour tomber le gardien. Je garde mon vampire, mais honnêtement, son vampire contre mon roi... Il a plus son sort, donc il peut plus faire... parce que la bonne combo avec les vampires ghouls, ils se donnent un bonus en force ou en résilience, bon, déjà c'est bien, mais en plus, puisqu'ils ont réussi un sort du chamanisme, ils ont scarification, qui fait qu'ils ne peuvent plus être blessés que sur des 5 et des 6.
On passe à mon tour 5, donc bah voilà, pour la blague, hein, Landville se barre. Je suis toujours en train de mener du zombie. En magie, je mets toutes mes ressources pour protéger mon pauvre gardien. J'arrive à caser une résilience, une gleaming. Il va avoir -1 pour me toucher, -1 pour me blesser. Tout ce que je voulais. Je vais tuer les ghouls. En fait, je vais tout mettre dans les ghouls. Mon général va se foirer contre le général adverse. On n'est pas en duel, hein, mais je le tape. Je lui fais rien. Lui ne me fait rien aussi. Je tue les ghouls et en fait, avec la réseau fixe, je fais popper les deux seigneurs. Enfin, les deux héros. En haut, vous n'avez pas vu, mais en fait, le premier paquet de zombies a explosé, et celui avec lequel je suis au corps à corps depuis tout à l'heure, c'est le deuxième paquet de zombies qui va finir par être détruit à son tour 5. Ce sera à son tour 5 qui sera détruit. Et en fait, on va s'arrêter au tour 5, à la fin de son tour 5, parce qu'en fait, au tour 6, moi, évidemment, je ne pourrai jamais rattraper ces personnages en un tour. C'est impossible, je suis beaucoup trop loin. Eux vont prendre le spoil, mais ça sert à rien, parce qu'il n'y a plus personne pour menacer mon champion gardien, à qui il reste 2 points de vie, et qui est détenteur d'un spoil. Et bien sûr, les gardiens qui finissent les zombies sont détenteurs d'un deuxième spoil. J'ai plus d'unités à porter. 13 qui cavalent après mon nom de ville, même s'ils arrivent à m'attraper au 6ème tour, ils me feront pas mal. Donc on s'arrête là, on ne fait pas de 6ème tour, on va jusqu'à son début de 6ème tour pour dire qui prend le spoil, pour l'honneur, mais c'est tout. Donc voilà, donc grosse partie où j'ai pas été en danger après le tour 1. En gros, c'est facile à dire maintenant, mais il s'est auto-redirigé, je sais pas qu'il se redirigeait, mais il s'est bloqué des charges et des contre-charges avec ses chiens, au centre, et j'ai réussi 2 charges assez lointaines, hein, 9 et 10 quand même sur 2 dés à chaque fois, donc bon, une à 9 facile, c'était les gardiens, enfin facile, pas facile, hein, voilà, et celle qui est plus difficile à 10 pour les Greybarns, mais qui était relançable grâce à la colline. Je les ai réussi toutes les deux du premier coup. C'est sûr que ça a enterré énormément son flanc gauche. Sa décision de ne pas laisser les sorciers en arrière pour repopper les zombies et donc engluer les gardiens fait que je prends ces zombies. Parce qu'en effet, une fois qu'ils peuvent plus être repopés, eux, ils volent. Hein. J'ai 22 attaques sur du 3+, du 2+, plus 4 piétinements. Ça part par paquet. Hein. C'est paquet de 10, paquet de 20 même parfois. Et ils ne sont que 40 ou 39, donc en gros, ça dure un tour et demi complet de cac, en fait. Donc en 3 tours, je les tue tous. Je tue les 2 unités. Bon, les Varcots ne pouvaient rien faire contre les gardiens, ils sont trop nombreux, en plus je les ai surboostés, donc la magie naine, elle a montré toute sa puissance en mettant un boost et souvent 2 sur des unités, ça les rend intuables, ou alors ça les rend vraiment très puissantes en attaque. Un petit peu peur si quand même, quand j'ai pas tué le spawn. Mais au final, si j'avais tué le spawn, j'aurais été tenté de charger les ghouls. Bon, ok, j'aurais eu la charge, d'accord. Mais après, je serais resté dedans, les ghasts m'auraient topé de flanc, et il n'est pas dit que la Destar ne serait pas foirée, et peut-être que j'aurais passé un tour en plus à devoir me faire meuler par des ghasts sur le côté. Donc je sais pas, peut-être que là, il aurait peut-être pu récupérer le spoil, bon, je pense que je l'aurais récupéré à la terme, mais rien n'est dit, hein. Rien n'est fait dans ce genre de match, parce que la Destar aurait été toute seule. Bon, clairement, le test de frénésie raté des Vampire Spawn qui me charge, alors qu'en fait, il voulait pas me charger du tout. Hein. C'était au cas où il y aurait un flanc, tout ça, et certainement il voulait l'envoyer à l'arrière pour aller chasser Landville et peut-être revenir après encore à corps, mais bon, toujours est-il que voilà, j'ai eu cette chance-là, qui réussit sa charge en plus derrière, et du coup, bah, j'ai pu m'en débarrasser, par, je sais pas, panique, ou par... il a essayé de faire un truc en envoyant le Direwolf, mais du coup, moi je me suis débarrassé du deuxième chaff. Donc voilà, il avait plus de chaff, il avait plus de... Sa magie, il s'était lui-même annulé en l'envoyant à gauche, enfin sur ma gauche, pour aller chercher le spoil. La majorité de cette partie, j'étais plutôt bien. Et ça finit sur un 17-3 pour moi à la bâche, et j'ai le scénar, donc je finis avec 20-0, le premier et le seul hein, de ce tournoi, qui fait plaisir.
Le reste de la team, je crois que c'est un peu mitigé. Je crois qu'il y a une grosse victoire et 2 grosses défaites. Donc voilà. Donc en fait, on est bien, on remonte en fait dans le ventre mou. Je crois qu'on est plutôt pas mal placé quand on affronte, quand on se prépare à affronter la 5e ronde. Et la ronde 5 nous fait affronter des amis, les fils de But, et j'ai bien dit But, avec un B, mené par Encore, donc que vous connaissez, hein, Thibaut, que vous avez vu notamment sur de nombreuses vidéos de Maths CD, et bien sûr sur sa chaîne, sur sa page Facebook, A French Mercenary. Donc Titi, c'est un très bon joueur, c'est un joueur de TC, voilà. Et il est accompagné notamment d'un jeune résistant battle, Paddy, qui joue Sylvanelf. Lors du pairing, je me lance et en fait il m'offre soit Titi, soit Paddy. On pensait que ils allaient prendre notre Beastern qu'on offrait à leur démon. Et Césarius, qui... Bon, c'était la dernière ronde, on sait très bien qu'on pouvait pas créer de choses miraculeuses, et qu'en plus on était contre de très bons joueurs. Paddy est un peu inexpérimenté, mais il joue quand même plutôt bien, et les 3 autres sont vraiment très costauds. Hein. Alors moi, affronter Titi, j'ai rien contre, sauf qu'il joue Vermine Swarm avec un Vermine Démon, et Vermine Démon c'est AP10, ça touche à 3+, et ça blesse à 3, mais mes gardiens, ils ont plus de save, et en plus il a une 4+1 vue contre les gardiens et contre mon roi, puisque j'ai des attaques magiques. Je suis pas bien contre le Skaven, contre le Vermine Swarm. Et Césarius souhaiterait faire une partie contre Encore. On pensait que si je rejetais Encore, qu'ils allaient rejeter Césarius, et donc qu'ils allaient s'affronter ensemble. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui fait que c'est notre Beast Earth qui a affronté Titi, et que Césarius s'est retrouvé face au démon. Donc moi je me retrouve face à Paddy. Il est mené par un druide qui est Wisdom Master du chamanisme. Il a un Sylvan Longbow et le Binding Scroll, donc il peut, au début d'une phase de magie adverse, bloquer un sort en m'interdisant de le lancer pendant la phase. Il a un Chieftain BSB avec un Sylvan Longbow, une Great Weapon et le Hellshot. Le Hellshot, pour les anciens, c'est la grêle de mort. Donc c'est 3d6, tir, force 4, tape AP2. 2 x 8 Dryades, qui sont donc scoring. 2 x 5 Ace Riders, donc ce sont les cavaliers légers qui n'ont pas d'arc, qui sont également scorants. Les S-Hunters, là, ce sont cavaliers légers avec arc, donc ils ne le sont plus, scorants. Et 10 Sylvan Archer avec un musicien. À côté de ça, il a Forest Eagle, hein, le chaff habituel qui est là pour mourir des dizaines et des dizaines de fois. 2 x 7 Blade Dancer, qui sont une vraie plaie. 10 Pathfinder, 2 x 10 Pathfinder. Donc des tireurs qui vont avoir le choix à chaque fois entre 2 types de flèches. Une flèche qui leur donne en gros un +2 pour toucher, donc ça annule un 2 de malus. Au choix, la longue portée, leur target que je pourrais donner avec un Gleaming, par exemple, sachant qu'il touche très très bien. Ou des flèches AP3. Donc en gros, ça laisse une 6 d'armure sur mes gardiens, et ça squeeze l'armure sur le reste. Que je suis pas spécialement heureux. Et en plus, il en a 20. Un Triphaser, qui apporte une solidité, un pilier dans son armée, et 2 unités de Kestrel Knight, donc les chevaucheurs de faucon, 4 et 3, avec Shield et Hard Target. Une liste un petit peu, qui a un peu de tout. Il y a un peu de tout, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait, mais voilà, vous n'avez pas la triplette de marbre, c'est pas que du full tir, il y a, voilà, c'est... Comme on dit, mais affectueusement, hein, et sans jugement, c'est une liste White Dwarf. Dans le sens où on vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans le livre, sans que ça soit hyper optimisé. Cependant, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste et qui lui permet de voir à peu près tout ce que fait son livre d'armée. Donc c'est plutôt pas mal, en fait. On tombe donc sur Secure Target et Counter Trust. Alors, Counter Trust, le problème c'est que contre un Sylvanelf, il place ses figurines qui font de l'avant-garde à des endroits clés. Vous êtes obligé de vous mettre à 20 pouces, donc en fait il vous repousse au niveau du déploiement, et puis au tour 1, voire même à l'avant-garde, il se carapate, il se casse ailleurs, et voilà. Donc en fait il peut mettre des... Il peut contrôler votre déploiement, d'une certaine manière, sans que ça n'influe réellement sur le sien. C'est moi qui choisis le côté, donc je place le premier Secure Target tout à gauche de la map, mais vu qu'il doit être à 12 pouces le Secure Target de ma ligne de déploiement, et que à Counter Trust, modulo les 20 pouces de séparation qu'on doit maintenir avec les unités ennemies, la zone de déploiement est plus grande que classique,
en fait, mon secure target est vachement loin de moi. Donc je vais pas pouvoir aller me poser dessus. Et là, Paddy fait une erreur, bon c'est une erreur que va mettre en lumière encore à la fin de la partie. Il place son secure target de la même façon, mais de l'autre côté du coup, sur mon côté droit, donc presque dans mes lignes en fait. Il y a une forêt, et il est juste à côté de la forêt. Et en fait, quand je vois ça, bah, c'est simple, je me dis, le secure target, je peux tenter de le nuller. Je vais pas gagner, mais je peux tenter de le nuller. Au niveau de la magie, je prends double gleaming, double résilience, double reckoning. Bon, honnêtement, la reckoning, j'y crois pas trop. J'aurais peut-être dû prendre évocation pour me protéger de sa magie. En fait, rétrospectivement. Reckoning, c'est pour relancer, pour toucher, mais honnêtement, si je vais pas chercher les corps à corps, il va pas venir. Et visiblement, il est clair que je vais partir sur une no-game, hein, pour essayer de ramener un maximum de points. Son druide, lui, il prend Awaken the Beast, Swarm of Insect, Totemic Summon, et Break the Spirit. Voilà le déploiement. Vous voyez que j'ai fait un coin, à droite. Je suis même mis dans la forêt avec mes gardiens, rien à faire. Et vous voyez le pion qui est en haut à droite de la forêt où je suis, bah, c'est le secure target que j'ai décidé de défendre. Le placement de mes 15 Greybeards est conditionné par le fait que, par Counter Trust, on est obligé de poser... On ne peut pas tout poser tout de suite, en fait. Il faut qu'il y ait 6 unités sur la table pour... J'ai commencé par eux alors que c'était stupide. Donc il se retrouve dans une position qui est pas évidente parce que il peut prendre des points facilement dans cette unité. J'ai placé mes gardiens et ma Death Star derrière pour la protéger. Landville, pareil, qui n'est pas visible. Donc lui de son côté, bah alors il a mis tout en haut à gauche une unité de Dryad qui va aller choper le secure target et qui va le garder toute la partie. Et puis bah il sait pas trop quoi faire de ces figurines de corps à corps, quoi. Les East Riders, les Dryad, etc. Bon, il les cale vraiment au fin fond pour éviter de se gêner, tout simplement. Sur la colline, petite unité d'archers avec la sorcière et la PSB. Les Kestrel Knights qui se sont replacés avec leur unité, leur mouvement d'avant-garde. Donc là, en fait, vous voyez pas, mais les cavaliers légers et les cavaliers faucons étaient vraiment sur la droite. Donc à un moment, il m'a même empêché de me poser plus avant. Il m'a mis ses 20 pouces d'interdiction, et là, avec les avant-gardes, il s'est replacé comme il voulait. Et les Pathfinder, dans la ruine, sur la gauche, et proche de la ruine pour le deuxième région. Oui, alors, la tour avec les crânes, et l'espèce de cahute en haut à gauche, là, ce sont des ruines. Et on n'était pas sur la table la plus représentative, là on a l'impression qu'il y a 3 bâtiments, évidemment 3 bâtiments, c'est hors de question. Voilà, donc ce sont des ruines, c'est 2 ruines, c'est une table où il y a 2 ruines, c'est assez étrange, mais... Donc voilà, donc son armée n'est pas encore finie d'être peinte, mais elle va donner, du très beau une fois que ce sera fait. Voilà, vous avez encore les Pathfinder. Mon tour 1, voilà, vous avez vu, c'est du gros mouvement. Je me replace, en fait je me retourne avec ma Death Star pour accueillir une beast pendant sa phase de magie. Et je ne ferai que ça. Je fais que ça et je lance des sorts pour protéger mes gardiens. Il se replace un petit peu, il va faire que ça à chaque fois, hein, se replacer. Et il va me tirer dessus pendant 6 tours. Voilà, donc en gros c'est encore une partie qui n'a pas grand intérêt à être racontée en détail. Si vous voulez, moi je vais passer ma partie. En fait, je vais lui laisser passer une beast qui va essayer de faire des trucs, mais qui se fera tuer par la Death Star. Non, par les 15 Greybeards. Il a utilisé son souffle dès son arrivée avec la beast, mais il n'y avait pas besoin, il aurait dû le garder pour faire de la réseau au corps à corps, mais même là, ça n'aurait rien fait de probant. Je vais la casser, comme ça je suis tranquille avec cette histoire de beast. Il va me passer quelques briques de spirit, mais vu que je charge pas, c'est pas très grave. Lui, bon, il tourne un peu autour, il s'avance, il recule, il essaye de trouver des angles, etc. Machin, bon. Et il balance des pruneaux. Des pruneaux dans l'unité de gauche, là. Les gardiens qui sont vraiment à gauche de mon dispositif. Les Pathfinder s'avancent. Bon, il se place. Il arrête pas de bouger. Il tire. Hop. J'arrive à passer parfois quelques sorts. Et en fait, à un moment, il va avancer avec ses Blade Dancers et son Nomar. Et moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est que à son 6ème tour, parce que c'est moi qui ai commencé, il cavale à fond avec plein d'unités rapides et scoring pour contrecarrer, me contrer le secure target de droite, et vu qu'il a les Dryades sur la gauche, gagner le scénar. Donc en fait là, j'avance un peu à destin, je l'avance pas beaucoup, hein, je l'avance juste au-delà du pion, pour menacer
les parties de son armée qu'il avance. Et en fait, voilà, donc là j'ai avancé, il a infiltré un grand aigle, mais qui fera rien, parce que s'il touche, même le... Putain, l'Anvil le découpe le grand aigle, donc juste là pour m'embêter et me faire des tests de marche forcée. Donc quand je m'avance, évidemment tout le monde se barre, même le marbre. Et au tour 6, il va s'avancer, donc on rappelle le tour 6 c'est son dernier tour, c'est lui qui joue en dernier. Il va avancer à balle avec tout le monde pour être à portée courte. Il va même lancer sa bisbille toute seule pour qu'elle soit à portée courte pour lâcher la grêle de mort, et tout dans les Greybards. Il a compris qu'en fait, vu que j'arrivais à passer les sorts sur les gardiens, et qu'il avait des tireurs un peu lointains et tout, qui pourraient pas être optimal sur les gardiens et prendre la moitié. Donc il se rabat sur les Greybards qui sont plus faciles à tuer, moins armurés. Et là je me prends une douche phénoménale de tir, et je crois qu'il me reste 4 Greybards à la fin, donc il prendra la moitié du paquet. Et moi, évidemment, je ne prendrai rien. On finit donc sur un 11-9 pour lui, puisqu'il prend une tranche, et vu qu'on contre le scénar tous les deux, eh bien c'est une égalité au niveau du scénar, et donc ça fait un 9-11 pour moi, 3ème défaite. Bon, j'ai limité la casse comme je pouvais, il aurait pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux peut-être. Je voyais pas comment la jouer cette partie, d'autant plus que le Secure Target, je pouvais pas faire grand chose dessus, quoi. Voilà, il fallait que j'abandonne le scénar en me disant que j'allais tout raser, mais même là, c'était pas probant. Donc voilà, une partie pas très intéressante, la troisième match-up négatif et deuxième partie pas très intéressante à jouer et à raconter, puisque je propose un no match, tout simplement. Donc résultat des courses. Au niveau des objectifs, alors j'en ai qu'un seul de rempli, et contrairement à ce que je pouvais croire, c'est la moyenne, parce que je finis avec 55 points, donc je fais 11 de moyenne. Je suis super content, en fait, parce que 3 match-up négatifs, une armée qui est vraiment faite pour... En fait, mon armée, elle est faite pour casser des armées qui me ressemblent, c'est-à-dire des armées de briques. Parce que mes briques sont plus fortes que la plupart des briques du jeu, tout simplement. Donc je tombe sur un gros CV paquet, je tombe même sur un orc qui a pas trop de tir, je tombe sur... alors je l'ai pas testé, hein, mais sur des Beast Earth, sur des ogres non MSU, je pense que je peux faire très très mal. Parce que j'ai un impact puissant, si je me fais impacter, j'ai la bonne défense, et j'ai de la force native, j'ai la puissance native, qui reste même si je me fais charger. Les pairings, le pairing à 4, le pairing à 3 équipes, etc., fait que j'ai pas vraiment affronté des armées qui étaient faites pour moi. Mais vous l'avez bien vu, en fait, alors je prends pas en compte, on va dire, le niveau des joueurs, ou tout ça, parce que c'est... Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'histoire à dire là-dessus, mais disons que voilà, je suis tombé sur l'homme lézard qui était en pack, le vampire qui était en pack, et je les ai... Alors c'était pas facile, hein, parce que ça se joue au corps à corps, hein, donc corps à corps il peut se passer plein de choses. Mais au moins, voilà, j'avais de quoi faire. Par contre, un MSU, je peux rien faire. Si je m'avance pour prendre des trucs, je vais prendre 1000, 1500, 2000 points d'armée comme contre Vargoat en première ronde, mais je vais perdre tout le reste de mon armée et certainement le scénar parce que je peux pas le jouer. Donc ce sera d'ailleurs l'axe en conclusion pour les prochaines listes. Évidemment, je fais 3 défaites, donc mes 2 défaites sont dépassées. Le prix de peinture, je ne l'ai pas eu. On a donc mon premier adversaire, Vargoat, qui est 3ème. 2ème, Big Frost. Et premier, on a Fabio. Donc Fabio Zepetela, un Suisse, qui a une armée superbe d'orques et gobelins. Vous avez déjà pu voir, là je vous mets les quelques photos de son armée, prises par Gros Saquet, notamment. Donc merci à lui. Voilà, très belle armée, qu'on a déjà vu dans des White Dwarfs, je crois, donc amplement mérité. Moi je suis pas du tout amer. Alors, évidemment, si j'ai une petite déception de ne pas avoir été, en tout cas, clairement défini parmi les 6 ou 10, je ne me rappelle plus, sur lesquels ils allaient vraiment noter la peinture, mais faut voir que moi, mon niveau de peinture, il est basique. Hein. Il y a plein de défauts qui sont corrigeables par des bons peintres. L'avantage de mon armée, moi, c'est le thème et les conversions, mais il suffit qu'on ait des armées de cet acabit en face de vous pour complètement éclipser
l'attrait que peut avoir mon arme. Même si j'ai eu des bons retours des gens qui l'ont regardé, je les remercie. Alors, en termes d'équipe, bon bah j'avais espéré le top 12. On est 16e. On aurait pu faire le top 12, mais le problème c'est que contre l'équipe de Titi, on perd 70-10. Et donc, vu qu'on avait perdu 71-9 avec les Enfants du Sud, qu'on n'a pas capé à côté, en fait notre score avec le capage est meilleur que sans le capage, en fait. On récupère 21 points grâce au capage. Mais ça suffit pas à ce qu'on se hisse loin, et donc on est 16e. Bon, on n'y allait pas pour performer, on y allait pour tester nos listes, pour s'amuser, pour pouvoir jouer, etc. On s'est bien amusé, donc ça n'y a pas de souci, l'ambiance était bonne dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'on a eu des phases de pairing très compliquées, parce que des armées compliquées à parier. J'ai pas vu tous les tableaux de tout le monde, mais je crois que pour les grosses équipes, on était facilement en plus ou en égal, enfin, aucune de nos listes ne faisait peur, réellement, et nous on avait du mal à s'apparier, donc en fait, on visait plus dans l'appariement, on visait plus le scénar qu'on voulait jouer, plutôt que l'ennemi qu'on voulait affronter ou non, parce qu'on n'avait pas assez de prise là-dessus. Bon bah le tournoi s'est très bien déroulé, dommage qu'il n'y ait pas eu un nombre pair d'équipes, parce que je vous dis, le pairing à 3, c'est pas évident, mais encore merci Kreshti et merci Mine pour avoir quand même trouvé une façon de faire, on va dire, de dernière minute, pour que tout le monde puisse jouer, donc ça c'était chouette. On a affronté certes 2 fois les gens René, mais d'une part on n'a pas affronté les mêmes adversaires, et en plus ça nous permettait d'affronter des armées du doc. Pour l'ajout du doc, je trouve que c'était quand même... Bon, moi j'ai trouvé ça sympa d'affronter 2 fois une armée qu'il a créée, enfin qu'il a faite et qu'il a peinte. Bon, le reste de l'orga, ça s'est très bien passé. Un petit peu des couacs en pré-orga, on va dire, au niveau des listes. On va pas s'étendre là-dessus, c'est passé, c'est fait, c'est bon, allez hop, ce sera mieux la prochaine fois. Mais par contre, le jour J, c'était nickel. On a très bien mangé. Bon, faut aimer la choucroute, moi j'aime pas. J'ai jamais aimé, j'ai testé, parce que je me suis dit, tu vas en Alsace, faut quand même tester une choucroute. Je l'ai mangé, pas en entier, mais voilà, bref. Un très bon tournoi, il est clair que s'il y a une deuxième édition, ce que je souhaite, l'année prochaine, j'en serai, et je pense qu'on sera cette fois 2 équipes de résistants full, parce que on a été surpris par le niveau des équipes présentes. Je m'explique. Au tout début, quand les gens ont commencé à s'inscrire, c'était des équipes qu'on ne connaissait pas, alors je présume pas de leur niveau, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Dès qu'on est arrivé en septembre, on a commencé à avoir des noms bien connus, quoi. Les enfants du Sud, les enfants du Sud, la team de Titi, la team de Coco, avec les têtes brûlées du colonel Schaeffer, des grosses équipes qui commençaient à arriver, et des gros joueurs. C'est ah ouais, quand même, il y a de quoi faire, en fait. Alors je dis pas qu'on va pas dans un tournoi où il n'y a pas ce genre de personnes, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon objectif, il est différent. Mais pour la team de Resistant Battle, par exemple, je parle de mon association, là, ils font des pré-qualifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils essayent de voir où ils sont dans le niveau du méta français, et plus il y a de bons joueurs, et des joueurs haut classés, qui font le TC, etc., qui viennent à un tournoi, plus c'est facile de commencer à voir son propre niveau, et le niveau de ses listes par rapport aux listes qui sont testées en face, donc voilà. Et de voir de nouvelles choses. Là, on a vu notamment que les Vermines Swarm sont partout. Si vous regardez les vidéos de Matsede, ce que je vous encourage, si vous le faites pas déjà, J, qui est invité sur l'introduction, le dit, toutes les équipes fortes avaient un Vermin Swarm. Donc c'est l'armée qui ressort de l'ombre, parce que pendant un moment elle était vraiment boudée, qui ressort vraiment de l'ombre, et bon, bah, la preuve, les Resistants Battle en avait une, on avait un de Vermin Swarm. Bah, merci de m'avoir suivi pour ce retour de tournoi. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, comme d'habitude. Merci évidemment Kreshti et Mine pour avoir organisé cet hommage au Duck. Merci aux Resistants Battle qui m'ont accompagné, Edric, Moix, Leth et Césarius, ainsi que Fromage Fondu. Merci à nos 2 Moutlandais, Croxy et Pretorkos, qui étaient mes compagnons de team Moutland Résistance. Merci particulier à Marco, donc à Lace, qui a conduit à l'aller et au retour, puisque moi j'ai le permis, mais je peux pas conduire une voiture, parce que je l'ai depuis très peu de temps, je peux pas conduire une voiture louée.
C'était vraiment sympa, et merci à toi d'avoir fait ça. Très content d'avoir vu tout le monde, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que on se retrouve très vite. Alors enfin pour un tuto, je sais, il prend du temps ce tuto à arriver, mais il faut que je le fasse en fait. Il n'est pas fait du tout, hein. Il faut que je le fasse. Et bientôt d'autres types de vidéos viendront s'ajouter à la chaîne. Donc on est presque 80, là je crois qu'on est 78 abonnés. Donc bah, merci à tous hein, de me suivre. Là, si vous voulez que je fasse des vidéos, une vidéo par partie de tournoi, je peux le faire sans souci. Donc bah, vous me dites si vous voulez qu'on passe sur ce genre de format. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure, et cette putréfaction sur vous.